Bienvenue tout le monde dans le coup de canon. Vous voyez, aujourd'hui, je suis habillé en arbitre. Fait que ça va être une section du podcast qu'on va consacrer à l'arbitrage, des gros changements qui arrivent au Québec par rapport à ça. On sait, il y a une pénurie d'arbitres. Donc, Baseball Québec fait des moves pour essayer de convaincre les jeunes de retourner vers l'arbitrage. On va discuter de ça en profondeur. Évidemment, bon, JP ne voulait pas que ça se sache, mais vous avez vu sa grosse face dans le journal. Il est retourné à Boston voir Édouard Julien. Édouard qui vient tout juste d'être retourné au niveau 3A, c'était quelque chose d'assez prévisible quand même. Donc, on va pouvoir discuter un peu plus en profondeur de ça, des derniers événements de ce côté. On a toutes sortes de choses par rapport aux majeurs aussi. Donc, on risque d'avoir un show quand même le fun. On va débuter ça à l'instant. Donc, JP, qu'est-ce qu'on Salut, voit Yann. pas dans le journal le matin? Tous à Boston pour Julien. Donc, t'as fait un aller-retour vite fait. À mon avis, là, puis tu m'en as pas parlé, mais à mon avis, il y a un papa qui a essayé de faire plaisir à son fils là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. L'autre fois, c'était un peu plus par affaire, on peut dire. C'était mon rôle de directeur sport-études, mais même si tu le joues encore un petit peu, là, évidemment, c'était le papa que son enfant est embarqué dans l'histoire d'Edouard pas mal. Je pense que vous savez, il a donné un petit cadeau aux deux à Edouard, donné un petit cadeau aux deux à Mont-Julien. Fait que là, t'as bien excité, il a embarqué dans l'affaire. Fait que je voulais faire un aller-retour jeudi. Le match d'hier était à 1h, ça passe bien. Tu pars très tôt, tu reviens assez tard, mais bon, tu manques pas trop d'école, tu manques pas trop de travail. Puis, bon, finalement, comme on se doutait un petit peu, c'était une question de jour avant peut-être que. À ce moment-là, on ne savait pas, mais on se doutait qu'Edouard allait peut-être être retourné dans le 3 à cause des situations contractuelles des autres joueurs. Fait que je Oui, suis parce que parti. tu as Joey Gallo qui revenait au Ouais, jeu. Il a survécu à cette coupure-là, entre guillemets, ouais. mais il y avait d'autres joueurs qui revenaient également assez Non, rapidement. exactement. Fait que je pourrais en parler. Mais donc, bref, je suis parti mercredi. J'étais arrivé juste à temps pour le match de mercredi soir où est-ce qu'il a frappé son circuit très, très loin au Fenway Park et le reste de son match. Puis hier, puis on est revenu après hier. Donc, vécu la semaine à plein régime, au maximum. Puis là, on va prendre ça relax un peu pour les prochains temps. Yes, c'est bien correct. Écoute, juste continuer un peu dans des Oui. nouvelles comme ça, ce qui s'est passé dans la semaine. On a un autre de tes protégés qui a eu vraiment un bon match hier. Je pense que ça fait longtemps qu'il attendait un match de ce genre-là. C'est Dunedin, dans le fond, dans les Blue Jays, JC Masson. A eu la chance de frapper dans l'alignement. Et vous voyez, là, c'est vraiment une game de pitcher encore. Ça fait 2 matchs de pitcher en ligne que les Blue Jays de Dunedin ont de leur côté. Ils s'en sont tirés 1-0 avant hier. Hier, ils ont gagné 2-0 et c'est JC qui a le point produit gagnant dans Ouais. ce match-là sur un double. Il finit la soirée avec 2-4, plus un point produit, mais un point produit non le moindre. Là, vraiment, il a carrément fait gagner son équipe hier. Fait que c'est quand même assez intéressant. Bien content pour JC, effectivement. Ça reste, on n'arrête pas de parler comment que c'est difficile de franchir les étapes du baseball majeur. JC a 5 étapes. JC est à la deuxième de 5. Là, puis, il y a tellement de monde qu'il joue un match sur 2. Donc, c'est ton rythme, mais c'est difficile à prendre, puis tout ça. Puis, il a été quelques jours aussi, il avait une petite blessure à la cheville. Donc, quand même 2 bons matchs consécutifs. On est très, très content pour lui. On l'a félicité. Donc, on suit ça de près aussi à Dunedin. On est bien content pour lui. Yes. Fait que je continue. J'avais préparé une couple de petites nouvelles Vas-y, comme ça. Je vas-y. pense que c'est aujourd'hui c'est ce que je voulais faire vraiment. Là. Oui. Ce qui est assez spécial, il y a des blessures beaucoup aussi à Los Angeles, ce qui a fait que les Dodgers ont décidé d'amener Mookie Betts à l'arrêt-court. Ça, c'est assez spécial, honnêtement. On s'attendait pas vraiment à ça. Mookie at short will step on second, jump throw to first. That's 2. Fait qu'on se rend- Kid, get a hit, get your first ground ball, and make a 6-3 double play. Wow. Fait qu'on se rend compte que Mookie Betts, y a-t-il quelque chose qu'il n'est pas capable de faire? Le gars, premièrement, c'est tout un athlète. Là. Il a Ouais. une carrière incroyable à Boston, transféré à Los Angeles. C'est un joueur de bowling. Un joueur de bowling tout simplement Ouais. incroyable. Mais même sur le terrain, on se rend compte qu'on est capable de le faire jouer un peu partout. Il n'avait jamais joué dans les majeurs à la position d'arrêt-court. Puis il nous demande qu'il est capable de jouer à cette position-là sans trop de pratique. Là. Ça fait pas longtemps qu'il a décidé de bouger là. Je pense pas que ce soit quelque chose de permanent. Là. C'est vraiment circonstanciel au niveau des Dodgers.
Comment tu trouves ça, ce genre d'athlète-là aujourd'hui? Ça parle-tu un peu sur la nouvelle époque du baseball, de voir des choses comme ça? Assurément, tu sais, on n'arrête pas de parler qu'il faut développer des athlètes dans le baseball mineur, dans tous les sports, de faire d'autres sports aussi lorsque l'occasion ça le permet. Donc, c'est sûr que Mookie Betts, on entend parler que c'est un champion bowling, champion de bowling, mais c'est sûr qu'à l'école secondaire, il devait jouer au basket, il devait jouer à d'autres choses. Ça fait quelques années qu'on le voit attraper des roulants. Des fois, il remplace au deuxième but, etc. Mais là, de jouer à la réco est quand même une position très, très clé. Ça en dit long un petit peu. C'est pas juste pour en fin de match trippé. Là. Donc, c'est très, très spectaculaire. Quel athlète, c'est Mookie Betts. Yes, on continue un peu. Je vous ai gardé le circuit d'Édouard Julien. Évidemment, je pense que ça aurait été fou de ne pas le présenter. Fait que c'est sûr qu'on le présente à l'instant. Tout qu'une bombe. About the first pitch he's ever seen from Corey Kluber. A high drive to right field. He gives it a ride. It is gone. Eddie Julien with a long two-run home run over the bullpen in right. Good, je voulais l'arrêter ici. Les statistiques, tu me connais un peu. Tu sais comment que je suis comme gars. Ouais. Je vais les mettre pour que vous les voyez. Distance, 418 pieds. Exit velo, 109 000 à l'heure. Launch angle, le fameux launch angle. Il y a des discussions qu'on pourrait avoir là-dessus. 30 degrés. 30 degrés, c'est pas loin de la perfection là, pour un coup de circuit, là, on va se le dire. Vous étiez où, premièrement, dans le stade quand ce circuit-là arrive exactement? Bon, écoute, on est en l'air du marbre. On avait la chance d'avoir des super bons billets. Puis tu sais, il n'y a eu aucun doute. Puis d'ailleurs, ma voix commençait à revenir pas pire de mon premier séjour, mais là, ça l'a tout relâché sur un seul coup. Mais très bien placé direct. Là. Puis c'était Clubber qui lançait, qui c'était une balle. Il lance beaucoup de balles à effet. Puis depuis, il essayait avec les autres frappeurs, lancer comme apport en plein centre, parvient à l'intérieur des frappeurs gauchers. Vraiment ce qu'il voulait pour Edouard, mais elle est partie un petit peu extérieur, elle est revenue en plein centre, il l'a tapoché très, très loin. C'était le fun de voir ça. C'était le fun. On a vu aussi le petit geste de même. J'ai l'impression que je pense que c'est le petit geste d'équipe qu'il fait. Là, fait que de voir qu'il a commencé à être acclimaté avec la gang. Puis ça a comme vraiment mis le tempo. Là. Les Twins avaient pris les devants 1-0, mais là, bing, tout en partant 3-0 avec un circuit de 2. C'est quand même le fun, hein? Tu dis que tu finis ton premier trip dans les majeurs, tu retournes dans les mineurs, mais tu as cogné un circuit au Yankee Stadium, tu as cogné un circuit également au Fenway Park. Je veux dire, à la base, c'est de la bucket list de bien du monde. Là. C'est déjà fait pour lui dans son cas. Là. Bon, il pourrait prendre ça. Non, il ne prendra pas sa retraite parce qu'il en veut encore plus, mais non, c'est incroyable. Tu sais, j'ai aimé la une du Journal de Québec. Je ne sais pas si c'était comme ça Montréal aussi, mais après le Yankee Stadium, le Fenway Park, bonsoir, elle est encore partie. Depuis que ça s'est passé, quand même, tôt, ils ont pu le mettre à la une. Donc, c'est quelque chose. Malheureusement, mais on s'y attendait, Yann. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Edouard, hier, a reçu la nouvelle qui est retournée au niveau 3A. Il a reçu ça dans l'avion. Donc, même si on espère que non, même si on le voit frapper, premier frappeur, troisième, cinquième frappeur, donc ils ne l'enverront pas. Mais malheureusement, c'est pas de même ça marche. Il y a de la grosse business. Là. Il y a le joueur qui revient, le joueur de deuxième but. Polanco revient. C'est un joueur qui a signé un contrat de 3 ans. Les autres, Gordon, Castro, c'est des joueurs qui ont des réservistes à l'avant-champ, qui ont des contrats. On va dire comme un langage de hockey one-way. Si tu l'envoies dans le 3, il faut qu'il le mette au balotage. Tu ne peux pas perdre un gars de même à ce temps-ci de l'année. Un peu ce qui est arrivé à Bumgarner, par exemple. Ouais. Les D-backs qui le retournent dans les mineurs, ils doivent passer par le balotage et quand il va avoir fini ça, toutes les équipes vont pouvoir signer Bumgarner pour 750 000 $. Quelque chose comme ça, là, 720 000, je pense. Alors que le gars, il reste 34 millions sur son contrat. Là. Fait que exactement. Les D-backs, ils viennent de manger une grosse bouchée de leur côté. Complètement. Fait que j'ai pas reparlé à Edouard non plus, là, puis je ne demanderai pas comment tu fais. Je vais attendre de laisser passer ça. Moi, laisser ça à d'autres personnes, mais je pense qu'il s'y attendait, mais tu es toujours déçu. Mais faut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aux gens qui nous écoutent, il ne faut pas paniquer. C'est normal, un petit peu, malheureusement, qu'il va redescendre. Il va peut-être faire la navette un petit peu. Il va avoir une autre chance à un moment donné. On espère que ce soit peut-être dans le temps qu'il soit à Toronto. Je pense qu'il est à Toronto quelque part en juin. Mais une étape à la fois. Mais ce qui est fou, là, c'est qu'il a prouvé quand même, encore une fois, qu'il était capable de faire ce qu'il fait bien. Il a un bon œil au bâton, frappé avec puissance. Il a fait de la belle défensive aussi.
Donc, il a prouvé quelque chose. Puis c'est 2 matchs qu'il a joué à Boston. Il a rehaussé un petit peu sa moyenne, ses circuits, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Oui, parce que ça, c'est la difficulté pour un joueur de baseball. C'est qu'à un moment donné, tu sens que tu as quelques matchs en ligne avec aucun coup sûr. Ce qui y arrivait, il était à peu près 2 en 18, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Fait que là, tu peux commencer à sentir une pression. Parce que même si tu dis 18 at-bats, c'est pas beaucoup, je regarde pas ma moyenne, ben tu as une moyenne en bas de 200. Tu n'aimes pas ça, tu veux ça remonte. Complètement. Puis là, tu sors une soirée 3 en 4, puis là, tu redeviens avec des stats qui font que c'est des stats de majeur. Là, complètement. Excuse, il y a eu du bruit, mais c'est correct. Bref, mais tout à fait. Puis je regardais beaucoup en fait de semaine, au Yankee Stadium en fait de semaine. Là, les statistiques, c'est sûr que c'est une petite fenêtre. Là, mais les statistiques, il n'y en a plus beaucoup qui frappent en haut de 300, sérieusement. C'est 2-3 par équipe. Du 180, 200, il y en a pas mal. Donc, ça va se régulariser un petit peu, mais puis j'ai hâte de voir les statistiques plus tard. L'impact, moi, une de mes pistes de solution, c'est que les frappeurs n'ont plus le temps. Les lanceurs n'ont plus le temps non plus, mais le frappeur, là, de sortir, prendre un respire, replacer ses petits gants, cette petite routine mentale-là qu'on montre depuis des années aux joueurs, ils ne peuvent plus le faire. C'est se rembarque tout de suite, puis let's go. Donc, je pense que c'est l'avantage des lanceurs pour l'instant. Ben, c'est ça, puis tu as le double. C'est mixé aussi avec l'avantage du chiffre qui a été enlevé. Des gars comme, malgré que Joey Gallo, je pense qu'il se fait faire le coup encore parce qu'on prend le champ gauche puis on l'amène à l'endroit où est-ce que les balles tombent souvent dans son cas. Mais il y a des types de frappeurs que ça leur nuisait énormément. Puis là, on sent qu'ils ont un break un peu plus maintenant. Ça reste que on sentait que les joueurs avaient de la misère à s'adapter à ce fameux chiffre-là. En l'interdisant, on vient d'améliorer la game probablement. Mais toi, étais-tu assez d'accord avec ça, le premier réflexe que tu avais par rapport au chiffre? Complètement. Dans le sens de faire un chiffre? Ben, d'interdire le chiffre. Oui, parce que tu sais, le temps, c'est sûr que oui, parce que c'était trop long. C'est des matchs de série qui finissaient à minuit, qui commençaient à 8 heures, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Les chiffres, donc le positionnement défensif, oui, parce que ce que tu aimes voir comme partisan, c'est des circuits, c'est de l'offensive, des vols de but. Donc, il devrait en avoir un petit peu plus. Là, pour l'instant, ça a des avantages des frappeurs, là, mais je pense que ça va se régulariser. Mais oui, moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Puis, ça va être profitable pour le baseball. Hey, on a quelque chose d'assez particulier parce que tu as vécu ça directement au Yankee Stadium. Il y a eu une concertation des arbitres avec un lanceur. On avait l'impression qu'il y avait des matières illicites sur lui. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un mélange avec le Rosenbag, la résine, autrement dit. On trouvait ses doigts étaient trop collants. On lui a demandé d'aller se laver les mains. Il arrive à peu près la même chose, mais avec l'autre équipe de New York, qui est Max Scherzer, qui n'est pas réputé pour être un gars très doux. Je te montre l'extrait vidéo. Mad Max, il a pété un câble popé. Et voilà, expulsé du match. Mad Max, c'est pas le genre de gars à prendre ce genre de décision-là avec facilité. De ce qu'on se comprend, c'est que lui aussi, c'était un problème avec la résine. C'était pas nécessairement qu'il avait pris le fameux Spider Tack qu'on voyait à l'époque, qui a amené justement cette réglementation-là. C'est quoi ta perception? Qu'est-ce qui s'est passé au Yankee Stadium, puis qu'est-ce qui se passe du côté de Max? Ben, pour comprendre, on voit souvent, après chaque manche ou avant chaque manche, l'arbitre toucher les mains, le gant, là, pour s'assurer que les doigts ne soient pas collés. Doigts collés va égaler meilleur balle à effet, meilleur contrôle, meilleur grip, meilleure prise de balle, excuse. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, la règle est, si tes doigts sont collés, il n'y a pas de collant, il n'y a pas d'avertissement, tu es expulsé. On l'a vécu en direct au Yankee Stadium. Le gars avait un match sans point de coup sûr, un match parfait même après. Parfait. Et là, ce qu'Edouard nous avait dit, c'est qu'il y avait un avertissement en retournant au banc. Hey, tes doigts sont un petit peu collés. Quand tu reviens, il ne faut pas que ça soit collé. Il revient. Il avait essuyé seulement ces 2 doigts-là qui ne servent pas à grand-chose, on s'entend. Puis c'était encore collé les 3 autres. Alors là, après concertation, ils ne l'ont pas expulsé comme ils ont fait avec Scherzer. Il n'y a pas besoin d'avoir d'avertissement. Il en avait eu une. C'est là que l'entraîneur des Twins a pété un fuse. Un fuse, comme tu dis. Donc, il ne comprenait pas. Puis là, il leur disait, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions aux autres. Là. Donc, ce qui n'est pas arrivé avec Max Scherzer, la règle est claire. Si tes doigts sont collés. Là, après ça, la petite poche de résine qu'on voit en arrière du marbre, c'est sûr, en arrière du monticule, excuse, un petit peu de petit sable, un petit matériel blanc. Ça, c'est pour éviter souvent quand tes doigts sont trop mouillés,
ça remet un petit peu là, sec. On À voit ça un sèche. peu en gymnastique un peu. Là. Fait que là, ça sera jamais clair. Mais tu sais, pourquoi lui, hier, c'est arrivé, puis les autres fois, cette même poche de résine-là, c'est pas arrivé. En tout cas, il avait l'air d'être confiant dans ce qu'il disait comme explication chez eux. Puis moi, ça m'a fasciné parce que ça m'a amené à lire ce fameux règlement-là dans l'altercation avec Scherzer. Puis Ouais. parce que toutes les substances sont interdites, exception faite de la fameuse résine, Ouais. qui, elle, est permise. Bien, de ce qu'on comprend, c'est que si la résine est mélangée avec suffisamment d'eau, ça va commencer à faire coller les doigts, effectivement. Ouais. Et c'est encore même plus efficace avec un mélange de crème solaire. Ce qui fait qu'il y a un autre règlement dans le rulebook des majeurs qui les a amenés à dire tu n'as pas le droit de mettre de crème solaire le soir ou dans un dôme. Fait que là, tu avais vraiment des lanceurs qui se mettaient de la crème solaire quand ils jouaient dans le dôme fermé ou les parties de soir. Fait que tu vois quand même que tout le monde essaie d'étirer la sauce, mais qu'est-ce que ça donne? Ben écoute, si tu as 100 RPM de plus sur ta balle courbe, tout ça, tu vas avoir une meilleure domination sur les frappeurs. Fait que tout le monde essaie toujours de tricher, puis les arbitres sont là pour les empêcher de tricher le plus possible. C'est humain ce qui se passe parce que pour un lanceur, s'il est capable de passer incognito, c'est un peu ce qui arrivait avec le Spider Tack. Un gars comme Garrett Cole, avec du Spider Tack, était extrêmement dominant. La journée que tu lui enlèves cet outil-là, tu te rendais compte que ça a pris un certain temps à s'adapter, lui, de son côté également. Mais en même temps, qu'est-ce que le public veut? Est-ce qu'il veut des lanceurs dominants? Moi j'adore des lanceurs dominants. Je suis un catcher, mais je sais que je ne suis pas normal. C'est pas ça que le public veut. Le public veut des balles en jeu. Ils veulent pas des dominations de lanceurs. Fait que je pense que c'est des bonnes actions qui sont prises quand même de leur côté. Assurément, tu as raison. C'est des bonnes actions. Puis, le match des Mets, je ne l'ai pas vu en direct, mais je sais qu'on avait eu l'information après le match, l'histoire du lanceur des Yankees, lorsqu'on était là, qu'il y a beaucoup de statistiques avancées. Tu as beaucoup de personnel qui sont en dessous du banc, en dessous des estrades, qui regardent tout ça, les statistiques. Puis, ils avaient vu que sa balle à effet bougeait plus. Que d'habitude. Bougeait plus que d'habitude. Fait que c'est là que probablement que le gars des Twins est allé voir l'arbitre et dit hey, nous autres, on a comme statistique, ça bouge plus qu'avant. Avertissement, quoi que ce soit. Fait que c'est fou, là, mais ça a l'air qu'il y a 4-5 personnes par équipe. C'est ça qu'Edouard nous disait. Il y a 4-5 spécialistes analytiques par équipe. Un qui regarde les frappeurs, l'autre qui regarde la défensive, l'autre les lanceurs, l'autre des signaux. Ça serait de ne pas détecter quelque chose. Et puis regardez la rapidité que c'est. Quand je vous ai montré tantôt le coup de circuit d'Edouard Julien, je veux dire, il est en train de contourner le deuxième but quand on donne la vélocité de son bat, quand on donne la distance parcourue par la balle, tout ça. On est rendu dans cette ère-là. Les gens ont des informations en temps réel. Puis le spin rate, c'est mesuré par des caméras carrément. Il y a des caméras partout dans le stade pour mesurer ça. Quelque chose d'assez spectaculaire. Écoute, c'est fou. Tes canonniers sont dans le journal. Quelle publicité pour ton programme de sport-études. Sérieusement, tu devais être content. Je veux montrer un peu rapidement à quoi ça ressemblait. Comment on se sent comme directeur du programme de sport-études quand tu vois un article comme ça dans le journal? Il y a plein de choses. Je vais vous parler le petit côté pas négatif, mais après ça, je parlerai positif. Mais c'est sûr que je tente depuis une semaine, depuis la folie Edouard Julien, j'ai eu la chance de parler beaucoup aux médias, mais c'est pas envers juste moi puis juste le programme. On fait attention pour expliquer qu'Edouard a fait beaucoup de structures dans sa vie, puis beaucoup de personnes l'ont aidé. Ceci dit, il a quand même passé 6 ans ici, fait qu'on peut pas se le faire enlever. Puis bon, mais écoute, cette pub-là, c'est l'enfer. C'est gentil du journal de dire l'envers un peu du décor, l'envers de la médaille d'Edouard Julien. Quand il avait 13, 14, 15 ans, il était comme tous les gars qui sont là. Je m'appelais à dire depuis le début que le plus grand héritage, c'est de faire rêver. Ces petits gars-là qui avaient des choses spectaculaires comme Edouard, ça fait rêver les autres. Mais l'article était bon parce qu'il est rentré en profondeur un petit peu sur l'historique, les débuts. Écoute, là, on s'en était parlé un petit peu ici, d'ailleurs, au premier podcast, là, avec frapper des balles trouées dans un court de squash au PEPS. Là, c'est pas très glamour, hein, mais une belle historique, beau commentaire à gauche par droite de certaines personnes. Puis, tu sais, je l'ai dit dans le journal, puis je le répète encore, puis j'ai encore d'autres messages. C'est comme tous ceux-là qui ont participé à ce programme-là, de près ou de loin, sentent qu'ils ont une partie d'eux autres qui ont atteint les majeurs avec Edouard. Mais c'est un peu ça qu'on tente de créer, une espèce de sentiment d'appartenance, fierté. Fait qu'en tout cas, bref, c'était un super article, puis merci au Journal de Québec-Montréal. Donc, on arrive au clou du spectacle. On voulait vraiment vous préparer pour ce qu'on allait discuter, c'est vraiment l'arbitrage au Québec, les problèmes de pénurie d'arbitres, les actions qui sont prises par Baseball Québec aussi.
Puis peut-être aussi comme un peu comme parent, comment on se sent. Moi-même, comme arbitre, j'arbitre pas beaucoup, là, je vais être très honnête. Là, je fais ça strictement pour dépanner un peu l'organisation locale ici à Lévis. Mais justement, je l'ai fait beaucoup quand j'étais jeune par passion. Là. En fait, c'est mon premier vrai travail que j'ai eu dans ma vie, c'est d'arbitrer des games de baseball. Fait que je pense que j'ai commencé à arbitrer à 12 ans dans ma vie. J'ai peut-être fini à 18 ou 19 ans à l'époque. Quand même. Hein? Fait que, non, ça l'a amené des expériences de vie qui sont assez le fun. Beaucoup un sens de responsabilité assez élevé. Fait que c'était de ça qu'on voulait jaser. Première des choses aussi, je pense que tu es consulté souvent par Baseball Québec. Est-ce que tu sièges avec eux sur des comités ou c'est vraiment de la consultation de ton côté? Au fait, il y a deux choses. J'ai été sur le CA de Baseball Québec, Région Québec, pendant 5 ans. Depuis l'automne, je ne suis plus sur le CA. Mais c'est sûr que je t'ai appelé avec mon travail sport-études d'être sur certains comités consultatifs. Là. Donc, j'aime bien ça, faire partie des idées et de donner mon opinion. Par rapport à l'arbitrage aussi des canonniers, je pense que vous Ouais. avez un programme développé par vous-même pour obliger d'une certaine façon vos étudiants à suivre les cours d'arbitre. Oui, exactement. Chaque jeune, dans son parcours, normalement, devrait suivre un cours de marqueur, arbitre et entraîneur. Fait qu'au moins, on laisse un petit peu un héritage. Puis dans le fond, le but, c'est que les gars, ça leur coûte rien faire leur formation. Puis qu'après ça, l'été, ils redonnent. Ça leur donne une petite job d'été. Puis soit dans le marqueur ou arbitre. Oui, exactement. Tu vois, mon fils, l'année passée, il avait 13 ans. C'est l'année de ses 13 ans. Secondaire 1, sport-études. Il avait suivi le cours d'arbitre avec vous. Ouais. Et il a commencé à arbitrer. Écoute, honnêtement, je pense qu'il a tiré à peu près entre 1000 et 1200 Quand de son même. côté. En fait, son fameux stock de catcheur que tu vois à l'occasion a été payé strictement par son arbitrage. C'est très bon, ça. Mais c'est le genre de fierté que ça a. Puis j'ai trouvé ça spécial parce que moi, quand j'ai commencé à arbitrer, mes parents venaient me domper au terrain puis ils disaient OK, il va gagner ton argent, puis ils s'en allaient, ou même j'y allais en bicycle au terrain. Je veux dire, c'était une autre époque, là, c'est plus ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai repris ma carte d'arbitre pour pouvoir arbitrer avec lui parce que je voulais lui donner une chance d'être coaché un peu dans le démarrage de tout ça. Ça m'a donné certains enjeux comme papa, m'a dit une affaire. J'ai déjà vu un coach au 3e but descendre vers mon fils pour aller argumenter une décision, puis j'ai répondu plus bête que d'habitude, je te dis. tu fais ça pour vivre. On était ensemble, on était passé dans le coaching, mais tu as fait ça surtout pour donner un coup de main à l'arbitrage, comme tu disais tantôt, de la région de Québec. Un beau moment père-fils, pareil, sérieusement. Ben oui. C'est pas un beau moment père-fils. Ça va être frustrant. Ça. Je peux pas croire que ça arrive encore qu'il y a des entraîneurs qui crient après les arbitres. Ben, c'est jamais... C'était pas du criage, mais tu vois vraiment que ton rôle de père protecteur, là, il revient vite dans ce temps-là. Puis il y a un « hey » qui se lâche, puis ça arrête vite. C'est pas la fin du monde. Il y a eu une autre situation qui avait été assez intense. Là, je n'étais pas sur le terrain, j'étais comme spectateur. En fait, les deux papas des arbitres étaient côte à côte. Moi et l'autre papa, on était un côté de l'autre. Et le ton a monté beaucoup envers nos deux fils. Puis à un moment donné, tu dis, hey, tabarnache, tu commences tu commences à pas être content de ce qui se passe. Mais à un moment donné, tu viens qu'à te calmer, puis tu te dis, non, laisse les kids gérer. Ils vont bien gérer. Puis la façon que les deux jeunes ont géré la situation, j'ai fait, OK, cool, les gars sont vraiment sharp. Ils étaient rendus assez matures pour être capables de contrôler une situation, même s'ils sont en série, même si c'est du moustique B, même si les gars ont 13 ou 14 ans. Ils sont capables de gérer ces situations-là. Puis j'ai vu mon fils grandir live devant mes yeux en faisant ça. Parce qu'il y a des adultes qui montent le ton, des adultes qui ne sont pas contents. Ouais. Puis ils ont servi un avertissement sévère à l'entraîneur que s'il continuait, il allait l'expulser. Quand j'ai vu les deux kids faire ça, honnêtement, il y avait un sentiment de fierté, puis j'étais là, j'ai dit, c'est pas juste négatif. L'arbitrage, il y a un apprentissage à faire aussi pour ces jeunes arbitres-là, puis c'est des belles occasions, je trouve, de le faire. On dit que ça devrait pas arriver, mais je veux dire, je remonte dans mes souvenirs de 20 quelques années, quand j'arbitrais, puis j'étais petit cul moi aussi, puis j'avais 12 ans, je veux dire, je n'étais pas capable de passer un été sans me faire crier après, là. Ça n'arrivait pas. C'est un défi qui est là pour les jeunes, ne veut pas, là. Non, c'est une belle façon de le voir. Effectivement, il ne faut pas trop que ça arrive souvent, mais quand ça chauffe un petit peu, d'être capable d'argumenter, s'expliquer, garder le contrôle de ses émotions. C'est des choses qui te servent plus tard comme joueur, comme personne dans ton travail, peu importe. Là. Fait que effectivement, c'est une belle façon de voir ça.
faut pas que ça arrive trop souvent, par exemple. Parce Faut que... pas que ça arrive souvent. Effectivement, ça, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'on a quand même des problèmes de pénurie d'arbitres. Je pense qu'il y a une statistique c'est un article de Martin Leclerc que je vais vous mettre à l'écran, là, juste pour rendre crédit à César. Donc, Baseball Québec innove en s'attaquant à la pénurie d'arbitres. Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada. Une statistique qui est donnée, Baseball Québec regroupe près de 2500 équipes. Par contre, on aurait moins de 1500 arbitres pour superviser les matchs. Ça, là, c'est quand même assez spectaculaire parce que tu dis, les équipes vont jouer souvent du 15 à 20 matchs facilement, même plus au niveau 2A. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres pour s'occuper de tout ça. Ça veut dire qu'il y a des arbitres, même s'ils jouent de leur côté, vont arbitrer presque plus de matchs dans l'été qu'ils vont en jouer eux-mêmes. Tu es vraiment dans une situation où est-ce que c'est très exigeant. Il y a plusieurs arbitres qui font plus de 100 matchs dans un été en termes d'arbitrage. Puis, soyons francs, là, la rémunération n'est pas si élevée que ça. C'est pas, tu n'arbitres pas pour te mettre riche. C'est vraiment plus proche d'une expérience de vie. Mais on vit un problème présentement. Il y a vraiment moins d'arbitres. Puis, Baseball Québec a décidé de prendre des actions de ce côté-là là, pour innover un peu. Grosso modo, qu'est-ce que tu penses de ce qui va être fait, puis qu'est-ce qui va être fait réellement de ce côté-là? Bon, écoute, ce que j'aime de Baseball Québec, c'est que tu essaies des affaires. Hein. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est une autre affaire. Mais au moins, tu essaies. Ça, c'est déjà un gros pas dans la bonne direction. L'âge là, pour arbitrer ou pour marquer, c'est 13 ans et plus. Ils essayent de diminuer à 12 ans et plus. Donc là, tu fais de gagner un groupe d'âge. On sait que c'est beaucoup de joueurs de 12 ans. Puis c'est pour être un joueur en passant qui arbitre. Là. Donc, pour la catégorie 7U, 9UB, 9UA. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Normalement, c'est un petit peu plus facile à arbitrer. Il y a du lance-balle là-dedans aussi, fait que tu as moins des balles prises, fait qu'il y a moins de décisions à chaque lancer à se faire prendre. Fait que ça, c'est quand même bien. L'autre gros projet, c'est que dans le 13U, ça, c'est plus audacieux, mais quand même. Oui, c'est audacieux. Audacieux, oui. Dans le 13U, le dernier frappeur du rôle offensif va aller être arbitre au premier but, sur des coussins. Donc, il va y avoir un arbitre vétéran, exemple, qui va être dans le marbre, et il va y avoir une rotation d'arbitre au premier but. Ce que j'aime de ça, Yann, après ça, j'ai hâte de t'entendre aussi, ce que j'aime de ça, c'est que ça va sensibiliser le joueur. OK, moi aussi, parce que ça peut arriver aussi, le joueur, que tu arrives, puis là, tu lèves les bras après, tu étais sûr d'être sauf. C'est sûr que les gens qu'on veut sensibiliser plus, c'est les parents, les estrades qui crient après, puis là, dire OK, c'est peut-être mon fils qui a pris la décision. Quand ça va être le tour au mien, j'aimerais pas ça que le monde chiale après. Donc, ça peut sensibiliser, calmer tout le monde. Évidemment, ça ne sera pas cette situation-là, ce projet pilote-là en tournoi, dans les séries, lorsqu'il y a un peu plus d'émotion. Donc, un mardi soir, là, même s'il y a un jeu serré, mal appelé, c'est pas si grave que ça. Donc, ça va sensibiliser les parents, sensibiliser les entraîneurs. Normalement, les entraîneurs ont un enfant aussi sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a juste du positif. C'est sûr que dans les points pour compte à la fin de la saison, il va y avoir des comptes, c'est sûr, mais on essaye de quoi? Il n'y en a pas d'arbitre. Fait qu'est-ce que tu aimes mieux avoir un match annulé? Hey, bonjour, le match de ce soir, il fait 28 degrés Celsius, juillet, match annulé, pas d'arbitre, ou bien avoir cette situation-là? La réponse est facile. Ben, regarde le genre de statistiques. On parle à Laval. L'année passée, plus de 60% des matchs des catégories 11U et 13U ont été supervisés par un seul arbitre. Hey, je veux dire, 13U, c'est la vieille catégorie Pee-Wee qu'on connaissait, là. Même moi, tu me demandes d'arbitrer ça seul, puis je suis pas content. Dans le sens que je suis pas que je suis pas capable, je vais être capable de le faire. Est-ce que je vais me positionner en arrière du marbre? Est-ce que je vais me positionner en arrière du monticule? Je sais même pas qu'est-ce que je ferais. Heureusement, on n'a pas eu besoin de faire ça à Lévis trop souvent de notre côté. On était tout le temps suffisant pour l'arbitrage. Mais je sais une chose, c'est que peu importe ma décision de le faire en arrière du monticule ou en arrière du marbre, je sais que je vais faire des erreurs. Puis ça me fait chier. Parce que comme arbitre, c'est pas ça que tu veux. Si les gens sont capables d'oublier ton nom à la fin de la game, tu sais que c'est une bonne game. Oui, exactement. T'es pas là pour donner ton show nécessairement. Tout ce que tu veux faire, c'est que ça se joue bien, que ce soit équitable entre les deux équipes. Ce qui est étonnant des fois, c'est que tu as des décisions. Tu sais, t'as un gars au premier but qui arrive, la moitié du monde dans le stade va le voir sauf, l'autre moitié va le voir out. Généralement, ça dépend de quel côté de la clôture que tu es. Il y a des calls que tu es tout le temps damn if you do, damn if you don't. Tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas content parce que le jeu est tellement serré qu'il n'y a personne qui est capable de savoir absolument qui avait raison. Quelque chose que je vis moins au baseball, mais que je vis au hockey, parce que j'arbitre au hockey aussi à l'occasion, les parents filment
au hockey, beaucoup. Ouais. On voit un peu moins ça au baseball. C'est tout le temps fascinant de voir après ça des réactions de parents, puis même on va voir des posts sur les réseaux sociaux, puis dire, regarde, je savais qu'il était, Ouais. ce but-là était bon, était pas bon, ou lui était safe ou out. Écoutez, là, vous êtes avec votre téléphone cellulaire, vous filmez, vous êtes dans une position où est-ce que vous avez accès à la reprise, vous pouvez ralentir, vous pouvez faire un arrêt sur image, puis vous dites que l'arbitre n'a pas rendu une bonne décision. L'arbitre il est sur le terrain, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de reprise vidéo, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas d'arrêt sur image. Tu sais, à un moment donné, va falloir apprendre à dealer avec le fait que les décisions ne seront pas toujours parfaites. Je veux dire, on n'a pas de reprise vidéo pour les petites catégories. L'arbitrage fait partie du jeu, veut pas. Mais je ne sais pas si on a perdu cette sensibilité-là parce que, crime, je me rappelle d'avoir joué. Je joue encore, là. Mais quand j'étais plus jeune. Quand tes genoux te le permettent. Hein? Quand tes genoux te le permettent, tu joues. Oui, c'est ça. Mais je suis encore capable. Mais pour dire, j'ai quand même pris un break de 14 ans. Fait que c'est ce qui me le permet probablement. Mais je sais que ça chialait contre l'arbitrage quand j'étais jeune aussi. Ouais. Fait que c'est comme quelque chose qui est un peu culturel aussi, qu'on a de la misère à se débarrasser. Sauf que là, nos jeunes, ben, on n'est pas en compétition. Pour trouver des arbitres, autrement dit, on est en compétition contre Tim Horton. On est en compétition contre McDo, contre les piscines publiques qui engagent des sauveteurs. Les camps de jour, exactement. Fait que, tu sais, à un moment donné, pour séduire un jeune, pour l'amener à venir vers l'arbitrage, je pense qu'on a tous un peu une responsabilité là-dedans. C'est pas juste une question de monétaire, c'est une question aussi. Il faut leur donner un environnement où est-ce qu'ils peuvent grandir, mais qui peuvent être en sécurité également. Puis ceux que tu as tout à fait raison, puis ceux qui voudraient peut-être être arbitres, c'est souvent des joueurs. Donc, le gars joue 2-3 matchs par semaine, en pratique 1 ou 2. Là, donc, ça reste moins évident. Donc, oui, il y a l'équipement à acheter aussi. Il y a certains enjeux, mais il faut absolument améliorer ça. Là, moi, j'avais une statistique que je m'étais pris en note. En 2019, il y avait 6 % de joueurs de plus au Québec, mais 37 % de moins d'arbitres. Fait que c'est sûr qu'en 2022, où est-ce qu'on est rendu? En 2023, on est rendu tout près de 40 000 joueurs au Québec, ce qui est très bon en passant. C'est sûr que c'est encore ce genre de chiffre-là. Là. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis tout le monde essaie de trouver des solutions. Fait que ça en est certaine. Ça fait quelques années que vous faites ça, d'avoir des jeunes arbitres au sport-études. En fait, même avant ce programme-là, probablement que vous voyez des jeunes aller suivre leur cours d'arbitrage, arbitrer beaucoup dans vos programmes. Est-ce que tu voyais une différence dans le IQ baseball de tes joueurs, du fait qu'ils arbitraient? Assurément, de tout ça. Tantôt, tu parlais un peu de gérer un peu avec des comportements de d'autres personnes. Assurément, sur la compréhension, la zone des prises, l'approche au bâton, il y a plein d'affaires. Surtout, j'imagine, oui, l'arbitre au marbre, l'arbitre sur les buts, c'est un peu plus lent. Donc, tu peux observer plein de choses. Assurément, à chaque fois que tu regardes un match à la télévision, tu arbitres un match, tu marques, c'est sûr que tu t'améliores en étant même pas sur le terrain. Ça, c'est sûr. C'est un très bon point. Ben, en fait, moi, personnellement, c'est ce que je remarquais moi-même quand j'étais jeune. Le plus gros avantage que j'avais d'arbitrer, c'était comment que ma compréhension de la game augmentait. De par le fait que j'arbitrais, je coachais, je marquais et je jouais, mais on jouait pas beaucoup, nous autres, même pas 20 matchs dans une saison. Ça faisait en sorte que je voyais tellement de baseball dans un été que j'avais l'impression d'avoir joué 45 ou 50 games de ce côté-là. Mon IQ baseball avait monté beaucoup, puis comme catcheur, quand tu joues à ce type de position-là, d'augmenter ta compréhension de la game, je veux dire, c'est plus que framer des balles puis de bloquer des balles catchées. C'est d'avoir une compréhension des frappeurs, tout ça. Fait que plus tu en vois, généralement, mieux que c'est pour ce type de position-là. Complètement. C'est des très bonnes options de plus, assurément. Bref, c'est le temps de faire les cours d'arbitrage présentement. Si vous voulez inscrire vos jeunes, les cours de marquage, c'est disponible à partir de 12 ans cette année. C'est une belle expérience de vie, honnêtement. C'est dur de ne pas le suggérer. Puis, allez-y à la dose que vos enfants ont besoin. S'il fait 10 games dans l'été, ce sera 10 games. S'il en fait 40, ce sera 40 games. Ton 10, ça sera 10 de plus, ça sera 10 de plus. Là. 10 matchs qui a 2 arbitres, non pas un. C'est beaucoup. Là, pour un enfant, c'est beaucoup mieux, effectivement. Good. Fait que merci d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.